Retour sur le plateau de Made in Africa. Et pour débattre ce soir, nous retrouvons Nadine Zoro, cofondatrice de iHub Abidjan, un tout nouveau venu dans le monde des incubateurs en Côte d'Ivoire, Pierre Djegou, Area Manager chez Regus, et Cyriaque Bogo, cofondateur de Au Village. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Je commence par vous. Aujourd'hui, on sent bien cette effervescence. Alors, comment expliquer l'avènement du coworking en Côte d'Ivoire ? Écoutez, je pense qu'il est complètement lié à cette génération. Il y a toute une génération, je pense, en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui souhaite, plutôt que de passer par des réseaux classiques de recherche d'emploi, souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, de plus en plus, nous essayons de répondre à ces besoins-là avec des solutions de bureaux flexibles, privés ou en coworking. Vous avez vraiment le sentiment, Nadine, qu'il y a un entrepreneuriat, un esprit d'entrepreneuriat de plus en plus bouillonnant en Côte d'Ivoire ? Je pense qu'avec les réalités liées à l'emploi des jeunes, la population commence à se rendre compte que la croissance économique et le développement d'une personne est basé dans ses propres initiatives. Donc la jeunesse se met à entreprendre un peu plus et c'est vraiment lié aux difficultés du marché. On va faire une rétrospective ivoiro-africaine avec vous. Alors dites-nous, Cyriaque, depuis quand est-ce que ce phénomène a commencé à se développer ? Faut dire que ça... Le phénomène du coworking. Oui, ça a commencé à partir de 2010, effectivement, en Côte d'Ivoire. On en comptait un AMN Coworking qui n'existe plus maintenant, qui était vraiment sur le marché. Et après ça, il y a d'autres personnes qui ont commencé à se lancer. Et aujourd'hui, quand je vois le boom, je suis très content parce que dans ces années, quand on parlait de coworking, c'était comme si on prêchait dans le désert. Ouais. Mais aujourd'hui, quand tu parles de coworking, tu dis tu as un espace de coworking, tout le monde sait au moins de quoi tu parles au fait. Alors, on a envie de savoir, ils viennent vers vous, concrètement, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Simplement un espace ? Est-ce qu'il y a autre chose, Pierre Djegou ? Pas uniquement, justement. C'est tout l'intérêt, je pense, de ces solutions clés en main que nous proposons à nos clients. L'idée aujourd'hui, lorsqu'un client vient chez nous, c'est de pouvoir leur proposer de un espace de travail et de deux, tout l'accompagnement qui peut aller derrière. Donc la prise en charge d'un matériel, la prise en charge de solutions Internet, de secrétariat, de salles de réunion, toutes ces choses-là auxquelles ils n'auraient pas forcément accès s'ils s'en occupaient eux-mêmes, je dirais, par leurs propres moyens. Et c'est la même chose chez vous. Oui, bien sûr, à iHub, on offre tout ce qui est support business, tout ce qui est secrétariat et tout ce qui est administratif. Mais je pense qu'ils viennent beaucoup plus à iHub pour la communauté. Ils viennent pour tout ce qui est support en termes de conseils. Ils viennent pour pouvoir présenter leurs idées, savoir si ces idées-là sont appropriées. Alors, vous avez fait votre stratégie marketing. Quels sont les clients que vous visez? C'est qui votre cible? C'est quoi leur profil? Alors, chez Regus, en l'occurrence, on a à peu près tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Que ce soit également des gros groupes qui souhaitent investir effectivement en Côte d'Ivoire, parce que, évidemment, le groupe Regus qui est présent aujourd'hui dans 120 pays dans le monde a cette notoriété-là qui fait que ces clients étrangers viennent nous voir assez régulièrement. Commençons par les start-upers qui sont sur place. Combien ils sont prêts à payer? Quel niveau de prix commence à les rebuter? Je pense que on peut commencer à les rebuter à partir de, je dirais un chiffre comme ça, 300, 400 000 francs par mois. Je pense qu'on est déjà sur des sommes, pour un start-upper en tout cas, qui sont déjà assez élevées, je pense. Il faut dire que ce que représente la somme par rapport au service qui est donné est généralement minime. Parce que si ces mêmes startups devaient aller prendre des locaux pour eux seuls, c'est minimum 100 à 180 000 francs qu'ils vont débourser. Mais là, ils ont toute une communauté derrière eux. Quand je prends notre cas au village, c'est vrai que nous, on a un business model un peu fou. Nous, on ne prend pas d'argent, en fait. Nous, tu as ton idée, tu viens, on t'accompagne. Ce qui fait la fierté d'Au Village, c'est plus qu'on investit dans des personnes. Donc derrière, nous sommes en quelque sorte des entreprises sociales, au fait. Donc on veut construire aussi des entrepreneurs sociaux qui ont certaines valeurs et qui vont inculquer après d'autres choses à la communauté. Et bien sûr, j'estime qu'au moins, vous prenez quand même une participation dans l'entreprise qui est créée. Alors, vous ne louez pas l'espace, il vous est offert, l'électricité vous est offerte, l'eau, tout ça c'est offert, l'Internet c'est gratuit. D'où vient l'argent qui paye le minimum? Bon, vous hésitez? Non, j'hésite pas parce que je dirais que c'est du fonds propre, en fait. D'accord. C'est du fonds propre avec tous mes cofondateurs. Donc, vous êtes obligé de travailler vous-même, donc on gagne à côté, qu'on réinvestit dans la communauté, comme Robin des Bois, en fait. Regardons à peu près tout ce qui se passe. On a Regus ici, on a iHub ici, mais il y a également d'autres qui s'installent. On a le numéro 1 Kenyan, notamment, dont on a parlé, Africa Work. C'est ce que vous considérez l'avènement de ces acteurs, ces nouveaux acteurs, comme une menace? Alors,
Pas vraiment. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant, justement, c'est que plus il y a de nouveaux acteurs, plus ça montre que le secteur se développe et qu'il y a de l'activité, qu'il y a de la créativité. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas forcément concurrents, on est presque partenaires tous. Donc le but, c'est de pouvoir créer des possibilités pour tout le monde. Alors, c'est intéressant et on se rend compte que chez vous aussi, on a une ouverture sur l'étranger. Alors, comment ça se passe? Est-ce que si moi, je suis client chez vous, que j'ai un bureau privé ou même un espace partagé, est-ce que lorsque je me retrouve à Dakar, je peux aller directement chez vous sans rien payer? Alors exactement, c'est vraiment, je pense, la vraie force aujourd'hui de Regus, c'est son réseau à travers le monde. Mais ça peut être au Maghreb, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être sur tous les continents. Si vous avez une activité à l'étranger, vous aurez toujours un espace de travail auquel vous aurez accès gratuitement. Donc une connexion Internet, un service, etc. etc. C'est une culture de travailler ensemble. Chez vous, vous avez l'envergure internationale, 3600 centres d'affaires. Mais il y a quelque chose qu'on a vu chez de vos concurrents, ou en tout cas de vos partenaires sur le marché, le phare, qui mise sur le coaching. Pourquoi vous ne le faites pas chez vous? Ils se différencient de cette manière-là. Nous, on a une autre force également. Je pense que c'est justement l'intérêt d'avoir plusieurs concurrents, justement, j'en parlais, plusieurs acteurs sur le marché, c'est que chacun peut proposer une force qui lui est propre. Bon, nous, on ne le fait pas parce que... Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire un jour? Je ne sais pas, c'est possible. Oui, alors c'est quand même un gros coût, un coach par semaine inclus dans le loyer qui accompagne les clients. Est-ce que vous aussi, ça vous intéresse, vous, de faire ça? À iHub, on le fait à travers nos programmes. Oui, donc, on a des programmes d'incubation pour les startups. Ou par exemple, avec le programme qu'on a lancé il y a 3 mois qui s'appelle Incubabi, on accompagne les startups. Ils ont des formations une fois par semaine, chaque mardi. Une formation d'autour de 4 heures, où ils sont accompagnés par des experts de différents domaines, soit le marketing, soit le développement de produits spécifiquement, ou tout ce qui est financial modeling. Oui. Donc, on essaie vraiment de les accompagner. C'est un coaching personnalisé. Alors, oui, Cyriac Bogo, est-ce que ce n'est pas justement stratégique d'avoir du temps pour parler à ces jeunes entrepreneurs, de les coacher et de lever en fait la fibre entrepreneuriale? Si, c'est très important dans ce sens où je pense que dans chacun des espaces, ils ont chacun sa manière d'offrir ce service-là. D'autres le font payant, d'autres le font gratuitement. Ils en ont besoin parce qu'ils n'ont pas devant eux des modèles en tant que tels. Donc le fait de leur présenter des personnes comme elles qui ont eu à réussir ou bien qui sont sur le stade de réussir, venir leur dire voici par où je suis passé, fais attention si tu veux te lancer, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça lui donne un boom dans l'élan de son entreprise qu'il est en train de mettre en place. C'est important. Est-ce qu'il faut finalement investir beaucoup d'argent? On a vu le Royal World Club. Est-ce que plus d'un demi-milliard, vous voyez, est-ce que c'est important pour réussir d'investir autant? Je pense que ça dépend vraiment du segment de clientèle que l'incubateur ou l'accélérateur vise. Pour la plupart, pour moi par exemple, pour iHub Abidjan, pour nous, le plus important c'est d'atteindre les jeunes. Donc notre cœur de métier c'est vraiment les jeunes. Et pour ces jeunes-là, ils demandent vraiment la base. Un espace où s'asseoir, pouvoir déposer un ordinateur portable et avoir accès à Internet. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui, Regus? Vous avez atteint la rentabilité? Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un business, effectivement, qui est intéressant, vu l'engouement qu'il y a? Je pense sincèrement, oui. Je pense sincèrement, aujourd'hui, on continue de se développer, on continue de voir de nouveaux acteurs arriver sur le marché en Côte d'Ivoire. Mais ça se développe également sur l'Afrique. Nous, en l'occurrence, on ouvre notre 21e pays d'Afrique, au Gabon, à la fin de l'année. C'est des choses qui touchent tous les pays d'Afrique aujourd'hui. Combien de temps, à peu près, pour un retour sur investissement? Ça, c'est compliqué, effectivement, comme vous l'aviez dit, Madame Zoro, précédemment. Je pense que ça dépend du positionnement. Et de la stratégie. De la stratégie et du positionnement. Aujourd'hui, sur des investissements faramineux, comme on a pu l'entendre, il faut compter 5-10 ans, je pense, pour avoir un vrai business model qui est rentable. Aujourd'hui, ce bouillonnement, en 2 mots, Cyriac, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire qu'il y a de l'espoir. Pour moi, parce que je pense que ces jeunes-là ont besoin de croire qu'ils peuvent réussir, mais en se frottant à des personnes qui le font devant eux. Alors, on l'a vu dans notre premier reportage, le business de coworking est en pleine effervescence à Abidjan. Si ces espaces prônent les bienfaits du travailler ensemble, d'autres structures, quant à elles, vont plus loin et promettent d'accélérer votre business. C'est ce qu'on appelle des accélérateurs. Pour comprendre, nous sommes partis chez Orange Fab. Nous avons rencontré des startups qui ont pu bénéficier de l'accompagnement de l'accélérateur. Découvrant Orange Fab, la fabrique à start-up, un reportage de Yao Sanson, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Ce matin, dans ces locaux de l'entreprise Orange à Abidjan, une cérémonie débute. Bonjour à tous.
Parmi les personnes présentes, des jeunes patrons d'entreprises innovantes appelées start-up. Alex, merci d'avoir fait confiance à Orange Fab. À tour de rôle, ils reçoivent des mains de la responsable des lieux un chèque de 10 millions de francs CFA. Si cette somme leur est remise, c'est parce qu'ils ont remporté le concours organisé par Orange Fab en avril dernier. Une structure d'Orange Côte d'Ivoire dont la mission est d'accélérer l'activité des start-up. Ce chèque, c'est une bouffée d'oxygène pour ces jeunes entrepreneurs qui opèrent dans le secteur du digital. Depuis près de 2 ans, nous sommes en développement sur nos différentes applications sous fonds propres. Et là, c'est vraiment chaud au cœur qu'on reçoit notre premier soutien. Pour la responsable d'Orange Fab, ce coup de pouce financier vient répondre en partie aux problèmes majeurs que rencontrent les start-up. Il n'y a pas forcément d'organisme ou de business angel qui finance l'entrepreneuriat ou qui finance les start-up. Et donc, nous avons analysé, nous sommes à notre 5e saison, et nous avons analysé le besoin de chacune des start-up et on a jugé bon de les accompagner en leur donnant ce petit coup de pouce. À l'image d'Orange Fab, Abidjan compte aujourd'hui une quinzaine de structures dédiées au développement des start-up. Il y a les incubateurs. Leur mission, aider les jeunes qui ont des projets innovants à créer leur entreprise. Et il y a les accélérateurs. Leur objectif, booster le business de start-up déjà en activité. En 2017, les start-up africaines ont attiré plus d'1 demi-milliard de dollars de financement. Seulement 10% de ces fonds ont été captés par les start-up des pays francophones, majoritairement au Sénégal. En Côte d'Ivoire, des entreprises privées, mais aussi l'État, ouvrent des incubateurs et des accélérateurs. Tous veulent permettre aux entrepreneurs de passer du stade de simple projet au stade d'entreprise rentable et pérenne. Pour cela, ces structures offrent un accompagnement sur mesure. Comment se fait concrètement cet accompagnement? Quels sont les exemples de réussite? Que gagnent en retour les incubateurs et accélérateurs? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés chez Orange Fab, l'accélérateur de Orange Côte d'Ivoire. C'est ici, dans les locaux d'Orange Fab, qu'est logée la start-up d'Alex Denis, Innoving. Ces locaux leur ont été mis à disposition par l'accélérateur. On a un open space, on a toute la villa mise à notre disposition, on a une salle sur la mezzanine pour pouvoir prendre de l'air ou organiser nos cérémonies. On a tous les bureaux qui sont mis à notre disposition, mais surtout on a la fibre optique qui nous permet de pouvoir effectuer nos tests. Des services fournis gratuitement pendant 6 mois, le temps de l'accompagnement. Sur ce volet-là, parce que tu vois tout le flux qui vient là, si on doit se déplacer pour... Alex a mis sur le marché une application destinée aux commerçants et aux chefs d'entreprise. Elle permet de suivre la gestion de leur activité où qu'ils se trouvent sur leur smartphone. Ils peuvent ainsi voir en temps réel la situation des ventes ou encore l'évolution des stocks. C'est en 2017 qu'il lance cette application. Dès que nous sommes rentrés à Orange Fab, on avait 25 clients qui testaient l'application, des restaurants, des écoles, des hôtels, des entreprises, des start-up. Ça nous a permis de pouvoir candidater, montrer le potentiel de notre activité. Et là, ça fait à peine 4 mois, on a l'impression que ça fait plus d'1 an que nous sommes là. Notre chiffre d'affaires, il a complètement triplé. Augmenter le chiffre d'affaires d'une start-up, c'est l'un des buts d'un accélérateur. Pour y arriver, Orange Fab offre aux entreprises qu'elle héberge un appui financier, des locaux et surtout l'accompagnement de mentors. Ce sont des experts en communication, gestion financière ou fiscalité qui aident ces jeunes patrons à mieux orienter leur business. Ce jour-là, Alex Denis reçoit la visite d'un de ses mentors, Madame Denise Gbogbo, spécialisée en gestion financière. Il doit lui présenter son business plan. On a finalisé notre business plan. Okay. Donc on essayait de rapidement avoir une réunion pour pouvoir présenter avant de valider le séance. C'est un peu l'objet de notre... Mais rapidement, l'experte décèle des imperfections. Le niveau de charge de personnel, je trouve que ce niveau est assez élevé. Ce ratio-là est vraiment très fort. Et ça risque de déséquilibrer le business plan. Pour améliorer son business plan,
Le mentor va lui conseiller de baisser ses charges en limitant le nombre de recrutements. Et si l'entreprise n'est pas rentable, j'emploie des personnes et puis au bout de 3-4 ans, je les mets au chômage. C'est vraiment pas intéressant. Donc mieux vaut commencer avec un petit nombre motivé et puis après, au fur et à mesure, eux-mêmes, ils vont monter en compétences, ils vont former encore les nouveaux arrivants. Ça va, non seulement ils vont grandir parce qu'il y aura une confiance en soi, eux aussi ils vont pouvoir manager d'autres personnes. Des conseils qui permettront peut-être aux jeunes entrepreneurs de ne pas connaître le même sort que la plupart des startups en Côte d'Ivoire. Ce sont des rêveurs, ils ont vraiment de bonnes idées, mais vraiment les mettre sur papier, pouvoir rationaliser ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Si on ne prend pas le temps de rationaliser ces idées, au bout de 2-3 ans, on risque de fermer. La spécialiste n'en a pas tout à fait fini. Elle veut insister sur la gestion de la clientèle. La société de service, sa valeur ajoutée, vraiment sa clé de succès, c'est le client. Donc n'hésitez pas à aller voir le client, à lui demander vraiment ce qu'il pense du produit. Sur les conseils de son mentor, Alex part donc à la rencontre de ses clients. Direction le marché d'Adjamé, au magasin de Fatime Doumbia. Cette commerçante utilise son application depuis 5 mois pour un coût mensuel de 20 000 francs CFA. Toujours entre 2 avions pour acheter ses marchandises en Chine, elle a besoin d'être informée en temps réel des ventes réalisées dans son magasin. Quand M. Alex vient me voir, je me sens bien en sécurité. Ça prouve que pour l'application, tout sérieux quoi. Quand j'ai un petit problème, je ne comprends pas quelque chose, il suffit que je l'envoie un petit message, voilà, ça c'est mélangé et puis voilà. Alex sait qu'il doit soigner ses petits commerçants, car ils représentent 60% de son chiffre d'affaires. Si les startups gagnent en croissance et en maturité au sein d'accélérateurs comme Orange Fab, les accélérateurs eux aussi sont gagnants. Certains rentabilisent et s'enrichissent en prenant des participations au capital des startups qu'elles accompagnent. C'est le cas par exemple de Rocket Internet. Cet accélérateur basé en Allemagne détient des participations dans un grand nombre de startups issues d'Internet et développées à l'international, comme Zalando, eDarling, Westwing ou encore Jumia, le numéro 1 de l'e-commerce en Afrique, des startups qu'il a toutes contribué à lancer avec succès. D'autres accélérateurs comme Orange Fab y trouvent aussi leur compte d'une manière différente. En accompagnant des startups qui développent des solutions digitales, l'entreprise Orange est ainsi aux premières loges pour se nourrir de leurs idées et faire bénéficier de ces innovations à ses clients. Grâce à l'agilité des startups, nous permet d'avoir un go-to-market plus efficace, donc être à temps sur le marché avec ces solutions-là. Et surtout, vu que ces solutions sont innovantes, permettent à nos clients d'en bénéficier. Selim et SmartCell ont des solutions, en fait, des services à valeur ajoutée qui existent sur notre portail. Et cela permet à tous nos clients grand public de bénéficier de ces innovations de ces startups-là. Un accompagnement pas dénué d'intérêt donc, qui permet à Orange d'élargir son catalogue de services et d'avoir un coup d'avance sur ses concurrents. Solutions sur la santé, la livraison, l'affichage de contenu ou encore la gestion des comptes. Une véritable pépinière dans laquelle Orange n'a qu'à piocher. Parmi ces innovations digitales, il existe aussi des outils sur le point de transformer les pratiques agricoles. Dabou, à la périphérie d'Abidjan. Ces 2 hommes ont tout l'air de s'amuser avec leur engin. Mais en réalité, ils sont en train de travailler pour un grand groupe privé. Ce drone, lancé dans les airs, va minutieusement quadriller chaque hectare de cette plantation d'EVA et capturer des images. Le propriétaire, résidant à des milliers de kilomètres, aura la possibilité de connaître l'état exact de sa plantation via son smartphone. Comment ? À l'aide d'une application élaborée par ce jeune homme de 26 ans. Joseph est start-upper et lui aussi est passé par Orange Fab. Orange nous a mis 10 millions à disposition
Nous avons organisé ces 10 millions-là. Une partie a servi à acheter du matériel, notamment ce drone, qui a la capacité de faire 250 hectares par jour. Nous avons également supporté les charges fixes que nous avions, notamment les salaires. Grâce à ce soutien financier, cet entrepreneur a pu renforcer ses équipements et conquérir de nouveaux clients. Chaque survol est facturé 15 000 francs CFA l'hectare. Nous retrouvons Joseph chez lui, à Cocody, loin des plantations de Dabou. Ici, nous sommes chez mes parents. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé dans leur garage. Moi, j'ai commencé au fond de mon jardin. J'ai eu la chance de faire mes études à l'extérieur. Donc, j'ai été à Paris, à Londres, à Chicago, dans le cadre de mon double bachelor en marketing et finances internationales. D'ailleurs, vous avez une petite photo là avec ma mère, dont je suis très fier. Ensuite, j'ai eu un master en management spécialisé en start-up et innovation de rupture. Après avoir obtenu ses diplômes, il revient au pays et lance sa start-up en 2017 dans la demeure familiale. Bonjour. Il n'a que quelques pas à faire pour rejoindre ses locaux où il entame le traitement des images recueillies ce même jour à Dabou. Alors là, nous sommes en train de traiter les images du client. Vous savez, beaucoup de propriétaires de plantations ont peur quand on parle d'agriculture parce qu'ils ont eu de très mauvaises expériences, ils se sont fait voler, etc. Pour cette cliente, par exemple, qui vit en Suisse, elle a la possibilité, depuis la Suisse, sans être contrainte de se déplacer, donc d'économiser le billet d'avion, d'économiser la voiture, d'économiser l'hôtel, depuis son téléphone, sa tablette et son ordinateur, d'avoir accès à des images. Donc regarde, on a récupéré les images sur le terrain, elles ont été traitées en 10-15 minutes, et elle a accès à ça, une vue du ciel de sa parcelle. Une vue du ciel, mais aussi une plongée virtuelle dans sa plantation. L'application permet de voir le relief et même l'état du sol. Ces informations, une fois traitées, seront transmises à la cliente pour lui permettre de mieux orienter ses cultures et d'obtenir de meilleurs rendements. Joseph emploie une vingtaine de développeurs et d'ingénieurs agronomes et mesure le chemin parcouru depuis 2 ans. Le passage par un accélérateur n'y est sans doute pas pour rien. Orange Fab m'a beaucoup aidé, surtout en termes de bonne gouvernance. Donc Orange Fab nous a montré que notre objectif a mis en lumière le fait que notre objectif n'était pas de construire une start-up qui allait tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, mais plutôt une start-up qui allait être pérenne, qui allait tenir sur au moins 99 ans, voire des centaines d'années. Joseph réalise près de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et vient de décrocher un contrat avec la Fédération des maïsiculteurs de Côte d'Ivoire. Dans 1 mois, il devra couvrir avec son application 90 000 hectares de plantation. Un modèle inspirant pour les jeunes start-upers de Côte d'Ivoire qui ont des innovations et attendent d'être accueillis par un accélérateur. Nous finissons ce reportage sur cette touche d'inspiration, mais on a envie déjà de savoir, en commençant ce second plateau, c'est quoi la différence entre un incubateur, un accélérateur? C'est quoi les vraies définitions? Déjà, un incubateur, c'est aller de l'idée jusqu'à le faire grandir. Maintenant, l'accélérateur, il vient pour mettre un pouce pour que cette start-up-là arrive à maturité et puisse faire un chiffre d'affaires. À quel niveau est-ce que l'incubateur s'arrête? L'incubateur s'arrête quand, généralement, pour nous, par exemple, nous ne sommes pas accélérateurs, nous sommes incubateurs. On aide la personne à structurer son idée. Une fois que l'idée est structurée, si c'est dans le domaine de la technologie, on fait un prototypage. Maintenant, après, la start-up a besoin d'un pouce pour aller de l'avant. Ça, nous, on ne sait pas le faire. Ouais. Donc, on est en partenariat avec des accélérateurs qui, eux, ont cette capacité-là. On sait qu'il y a aujourd'hui, à côté d'Orange Fab, il y a une quinzaine de structures dédiées au développement des startups. On a envie de savoir, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ou insuffisant, Nadine? Je pense que le marché est grand. Je pense qu'il y a une forte demande du côté des startups. On a besoin d'un peu plus d'accélérateurs, je pense. On a beaucoup d'incubateurs qui aident les personnes à développer leurs idées, mais il y a des problèmes plus profonds que les startups vivent, parce que la plupart de ces startups-là ont été déjà en opération pendant plus de 1 à 2 ans. Donc, après ces 2 années d'opération, là, ces startups ont besoin soit de business support, soit de structuration de leur processus, d'accompagnement en fiscalité et ou même de l'argent dont Cyriac parlait. Donc, l'argent, surtout pour le financement, c'est un grand défi parce que ces startups-là ne sont pas structurées pour pouvoir avoir des financements des structures formelles comme les banques. Donc, les accélérateurs viennent vraiment combler ce vide-là en aidant
ces startups à se structurer et certaines fois en leur donnant de l'argent pour... Alors j'ai envie de savoir exactement ce que vous faites, moi je reviens vers vous. Je veux juste savoir, vous, chez Régus, à quel moment voulez-vous les récupérer? Quand elles sortent des incubateurs ou elles sortent des accélérateurs? À quel moment en général? En général, lorsque nous rencontrons nos clients, ils ont déjà une idée relativement structurée de leur business. C'est là où effectivement nous intervenons, parce que c'est là où c'est notre métier, tout simplement. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites, Nadine, exactement? Parce que à quel niveau est-ce que vous intervenez? Vous êtes incubateur, vous êtes également accélérateur. Oui. Alors, expliquez-nous. Donc, nous intervenons dans les deux domaines. En termes d'incubation, on prend l'idée du stade d'idée jusqu'au stade de produit minimum viable. Est-ce que ce produit-là permet à l'entreprise de pouvoir soutenir les différentes charges d'opération et ce produit-là n'a pas de dette? Avec le peu de ressources, cette entreprise arrive à fonctionner. Donc après ce stade-là, on passe au stade d'accélération. Quand on dit l'idée, c'est vraiment un gars qui a une idée? Une idée basique, une idée, mais ça doit être une idée innovante. Pour une start-up, on parle d'une entreprise qui vient avec une solution et qui vient bouleverser les business models existants. Ah, bouleverser les business models existants. Oui. Voici une phrase, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même une sélection à l'entrée? Oui. Justement, dans le processus de sélection, par exemple, pour notre programme Incubabi, on a reçu autour de 30 startups. Et ces startups-là ont envoyé un business model qui est écrit, qu'on a présélectionné. Ensuite, on a eu des compétitions de pitch où on a essayé d'évaluer le porteur de projet. Parce que pour une start-up, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'employés, c'est très important d'avoir une personne qui est vraiment motivée et qui est prête à conduire l'idée jusqu'à l'achèvement. Dans certains incubateurs, il y a des entreprises qui sont déjà en train d'être en opération depuis moins de 2 ans. Okay. Donc, on les accompagne en fait dans tout ce qui est structuration de leur processus. Par exemple, les finances. Est-ce que cette entreprise-là arrive à avoir des livres qui lui permettent de savoir les entrées et les sorties d'argent? Est-ce que cette personne est à jour dans tout ce qui est fiscalité? Est-ce que les personnes qui sont recrutées ont les capacités? Donc, on essaie de voir ça. Et ensuite, est-ce que le produit lui-même est un produit qui sera choisi, préféré et utilisé par les utilisateurs sur le marché? Là, au niveau d'Orange Fab, ils ont eu plusieurs personnes, des chèques de 10 millions. Est-ce que vous arrivez également à ce niveau-là du financement? Oui, on arrive à ce niveau-là de financement. Pour l'instant, on n'a pas encore lancé de programme d'accélération. On vient d'être lancé il y a moins de 5 mois. Donc, on a commencé par un programme d'incubation. On va lancer un programme d'accélération. Et par exemple, pour Orange Fab, ils sont financés par Orange. Mais pour certains d'entre nous, on est financés par des bailleurs et par d'autres personnes. On est en partenariat avec des fonds d'investissement. Alors, on a envie de savoir, c'est quoi le business model? Parce que c'est vrai que les incubateurs, les startups et tout ça aident d'autres entreprises à évoluer, mais sont elles-mêmes des entreprises? Déjà, il y a une certaine notoriété que tu commences à avoir parce que tu as accompagné telle entreprise ou bien start-up qui est allée à un niveau assez mature. Et donc, le fait de dire qu'une start-up à ce label africain ou bien à ce label mondial, ça donne encore du cachet pour que quelqu'un puisse venir investir dans... Alors, dans le cas particulier de Orange Fab, ils sont déjà une société de technologie. Ils ont l'argent. Lorsque les startups créent des idées innovantes, donc orientées technologiques, ils peuvent piocher dedans, c'est malin. Oui, c'est malin. Ça fait une forme d'intégration de leurs activités. Oui, ça, beaucoup le font. Mais après, tout dépend, comme on l'a dit depuis le début, de quel objectif je vise, quel est l'impact que je vais avoir. Donc, en fonction de cela, chaque incubateur se positionne. Chez nous, c'est vraiment l'impact social qui nous intéresse lorsqu'on s'investit dans une start-up, au fait. D'accord. Chez Régus, est-ce que ça ne vous intéresse pas justement de passer à l'incubation, à l'accélération, surtout vu votre positionnement, on estime que ce serait quand même leader mondial qui commence à accélérer des entreprises. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, comme j'expliquais, c'est vrai que ce n'est pas notre cœur de métier. Il y a des sociétés qui sont déjà spécialisées sur ce secteur d'activité-là. Nous, aujourd'hui, on préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire, tout simplement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est décisif, Nadine, d'après vous, de passer par un incubateur? C'est décisif pour le business des startups? Pas forcément. Je dirais que la force d'une petite entreprise, c'est vraiment le porteur de projet. C'est vraiment cette personne-là qui est déterminée à atteindre son objectif. Passer par un incubateur ou un accélérateur essaie de booster en vous déjà cette confiance-là en votre idée. Parce que ça vous permet de savoir que cette idée est importante, d'autres personnes l'ont validée, des experts du domaine ont validé cette idée-là. Cyriaque Bogou, dites-nous, on a vu donc ce jeune homme qui se faisait coacher par un mentor. C'est important à ce niveau-là? Oui, c'est très, très, très important parce que comme on le dit, ces jeunes ont besoin de se frotter à d'autres personnes qui ont quand même une certaine expertise. Donc de dire à ces jeunes-là que ces différentes charges qu'il a eues peuvent
impacter son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ce qui manque vraiment, elle a dit, d'autres personnes peuvent ne pas passer par des incubateurs, mais on sent la différence de quelqu'un qui est passé par un incubateur et de quelqu'un qui n'est pas passé dans un incubateur. Parce que dans l'incubateur, tu te frottes à plusieurs personnes. Déjà même par ton idée, est-ce que ton idée est bonne? Est-ce que ton projet est bon? Donc d'autres personnes vont venir te confronter pour dire, ah mais est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu avais pensé à ça? Et après toi-même, ça te bouleverse de telle sorte que tu te demandes, est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis sur la bonne voie? Mais vous êtes en train de décrire le business plan. Est-ce que vous avez pensé à ça, le business plan permet en général de se poser les bonnes questions. C'est important, un business plan, pour vous d'abord? Moi, je ne suis pas trop business plan, je suis plutôt business model. D'accord. Où tu veux en venir, comment tu veux gagner de l'argent, c'est plus ça qui... Maintenant, le business plan vient pour structurer, parce que si tu veux te faire accompagner par des VC, par des fonds d'investissement et autres, eux, c'est la partie qui regarde. Je vous comprends, je comprends pourquoi vous êtes plus concentré sur le business model, donc le modèle économique, parce que vous êtes incubateur, mais l'accélérateur a besoin d'un business plan quand même. Pour nous, beaucoup plus, je dirais pas forcément, parce que lorsque vous avez un bon business model, la création du business plan, c'est simple, c'est la structuration de ce qui est écrit. Mais on se focalise beaucoup plus sur le business model. Quel est le modèle d'affaires que vous êtes en train d'essayer de créer? Est-ce que ce modèle-là sera viable pendant plus de 3 ans? Expliquez-nous. On a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent se faire former, qui n'ont pas la chance aujourd'hui de se faire former concrètement. Vous êtes notre coach ce soir. C'est quoi un business model et qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Je dirais le business model, qui est le modèle d'affaires, c'est comment est-ce que l'argent rentre et sort de votre business et comment est-ce que vous êtes rentable. Où est-ce que vous prenez vos ressources? Comment vous vous assurez que vous ne dépensez pas beaucoup trop d'argent? Comment est-ce que vos ressources humaines sont gérées? Quels sont les partenariats nécessaires pour pouvoir gérer votre activité? Comment est-ce que vous pouvez éliminer certains coûts? Ça veut dire, je veux faire du transport par vélo à Abidjan. Donc vous allez me demander, ok, c'est bien, ça préserve l'environnement, c'est bon pour la santé des gens, ça a un impact positif sur l'environnement et la santé. D'accord, mais comment tu gagnes l'argent? C'est ça? C'est ça le business model. Comment tu gagnes de l'argent avec cette idée? Donc qui peut être tes partenaires clés en termes de ressources? Est-ce que tu sais tout faire? Est-ce que toi-même tu sais pédaler à vélo? Si tu ne sais pas pédaler à vélo, il faudrait que quelqu'un vienne pédaler à vélo. Donc tu auras besoin forcément de quelqu'un qui sait pédaler à vélo. Alors aujourd'hui, on voit cette floraison d'incubateurs, espaces coworking, accélérateurs et tout ça. On a envie de savoir, est-ce que c'est organisé? Il y a une cartographie, on sait où les trouver? Est-ce qu'il y a des normes, des standards à respecter? Alors dites-nous, Cyriaque. Déjà, il faut dire, depuis quelques années, la réflexion se fait, aussi bien du côté des incubateurs, des différentes structures d'accompagnement que du gouvernement. Et depuis, je dirais, quelques mois, le gouvernement a pu convoquer certaines personnes pour travailler sur un projet de Startup Act comme c'est fait en Tunisie. De telle sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir vraiment un cadre juridique pour encadrer tous ces espaces-là. Donc, on verra d'ici quelques mois, quelque chose qui va sortir, de telle sorte que ces entrepreneurs qui sortent bénéficient de certaines fiscalités. Parce que ça aussi, c'est un des gros problèmes que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Dès que tu commences une entreprise, le mois qui suit, que tu aies fait du chiffre, tu n'aies pas fait du chiffre, les impôts viennent prendre leur part. Donc, comment aujourd'hui permettre à ces jeunes-là de se lancer sans penser à tout ce qui est imposition, taxes et autres? Eh bien, en d'autres termes, on a besoin d'un signal fort au niveau de nos autorités pour booster l'entrepreneuriat. Alors, si vous voulez lancer aujourd'hui un message à des entrepreneurs, et justement parce que vous les rencontrez régulièrement en train de travailler et vous savez quelles offres vous avez à leur offrir, qui répondent à leurs besoins, quel est le message que vous lanceriez, vous, aux entrepreneurs? Aujourd'hui, on met tout en œuvre, que ce soit à travers nos 3 différents secteurs d'activité finalement, une multitude de services pour que ces entrepreneurs ne soient plus seuls et puissent être accompagnés jusqu'à la pérennité de leur société, je dirais. Oui, je vais finir avec vous. Quel est le message que vous lanceriez à ces jeunes entrepreneurs? Je dirais que le pays vous appelle. C'est la première chose. Le pays vous appelle, jeunes de Côte d'Ivoire. Levez-vous, parlez de vos idées. Les incubateurs, les accélérateurs, les espaces de coworking sont là pour vous. Vous n'êtes plus seul, c'est une bonne chose. On essaie d'accompagner, nous aussi, en tant que citoyens, le gouvernement dans toutes ces tâches-là de développement.
On compte aussi sur vous pour vous lever et vraiment créer cet esprit de dynamisme là, qui existe dans d'autres économies, qui permet à ces économies-là de se développer. Alors on va conclure. Merci à nos invités. En tout cas, le pays vous appelle. Levez-vous, lancez-vous. Et il y a l'écosystème aujourd'hui pour vous accompagner, soutenu par nos États. En tout cas, merci à nos invités d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. C'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Made in Africa dans 2 semaines. En attendant, bonne suite de programme sur RTI 1.